Au moment où Nicolas pénétra dans la maison de campagne, la première chose qui le frappa fut le parfum. Des lys frais, impeccables et élégants, disposés dans un vase en cristal sur la table en marbre de la salle à manger. Ce n'étaient pas les bouquets bon marché qu'il attrapait parfois à la boulangerie du village pour les offrir à Manon lorsque la culpabilité l'y obligeait. Non, c'étaient des lys de luxe, le genre que l'on commande chez les fleuristes haut de gamme, enveloppés d'un ruban de soie blanche, posés là comme une accusation silencieuse au centre de leur foyer provençal. Il se figea. Sa veste portait encore l'odeur du parfum de Chloé, une douceur sucrée et artificielle qui s'était accrochée à ses vêtements après la nuit qu'il avait juré n'être qu'un dîner d'affaires. Mais ces lys. Ces lys ne lui appartenaient pas, et les hommes comme Nicolas détestaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. D'où sort-il ? Demanda-t-il en laissant tomber ses clés avec tant de force que le métal résonna sur le sol en tomate. À l'autre bout de la pièce, Manon leva les yeux de son vieux MacBook Air avec une expression calme, celle que l'on n'acquiert qu'après des mois passés à essayer de maintenir à flot un mariage qui coule. Elle avait remonté les manches de son pull, révélant de légères taches de peinture d'un projet sur lequel elle avait travaillé tard dans la nuit. Un client les a envoyés, dit-elle doucement. Un cadeau de félicitations. Nicolas serra la mâchoire. Quel client ? Stéphane. Le nom tomba comme une pierre jetée dans une eau calme. Nicolas avait passé des années à essayer d'obtenir un rendez-vous avec Stéphane, le seul PDG de la région qui ne répondait jamais à ses appels. Mais Stéphane avait envoyé des fleurs à Manon, chez eux. Nicolas s'approcha, la voix basse et tranchante. Pourquoi t'enverrait-il quelque chose comme ça ? Manon cligna des yeux, stupéfaite par l'accusation. Parce qu'il a aimé ma proposition de design. Parce qu'il respecte mon travail. Respect. Un mot que Nicolas méprisait à moins qu'il ne lui soit adressé. Ses yeux s'assombrirent. Tu espères que je vais croire ça ? Avant que Manon ne puisse répondre, on entendit un bruit à l'entrée. Des pas sur les graviers. La voix d'une femme. Manon se tourna vers le son, confuse, ne se doutant de rien, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit pour révéler quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir sur son seuil. À 7 heures du matin, la maîtresse de Nicolas était là, souriant comme si elle était la propriétaire des lieux. Et à cet instant, Manon réalisa que sa vie était sur le point de se diviser clairement en un avant et un après, et le secret que gardait la maîtresse allait tout détruire. Manon avait passé des années à apprendre à rester silencieuse dans sa propre maison, non pas parce qu'elle manquait de voix, mais parce que Nicolas l'avait peu à peu dressée à croire que ses mots n'avaient aucun poids. Alors, quand Chloé, la maîtresse de Nicolas, entra dans le salon de la maison de campagne comme si elle en possédait les murs, Manon ne cria pas, ne se jeta pas sur elle, ne fit pas de scène. Elle se contenta de la fixer, et ce silence effraya Chloé plus que n'importe quel éclat de voix. « Oh » fit Chloé en portant une main manucurée à ses lèvres dans une fausse surprise. « J'ai interrompu quelque chose, Manon ?» Manon sentit un nœud dans sa poitrine. La colère, l'humiliation, la douleur de la trahison. Mais elle garda la voix ferme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nicolas se tendit. Il ne s'y attendait pas. Manon pouvait voir la panique dans ses yeux, un enfant prit la main dans le sac. Chloé, de son côté, se délectait du chaos qu'elle avait créé. Son regard se posa sur le bouquet. Quelle jolie fleur. Je ne pensais pas que Nicolas était si romantique. Manon déglutit difficilement. Ce n'était pas lui qui les avait envoyés. Oh. Chloé pencha la tête avec une expression de joie malveillante. C'est quelqu'un d'autre qui les a envoyés. Quel culot. Manon voulait disparaître. Elle voulait hurler. Au lieu de cela, elle se serra dans ses propres bras, contrôlant sa respiration, comme elle avait l'habitude de le faire quand la vie devenait trop lourde. Elle avait passé sa vingtaine à faire des doubles journées, acceptant tous les projets d'éclairage en freelance qu'elle trouvait, sortant des dettes petit à petit, facture après facture. Elle avait construit une vie avec Nicolas à partir de rien. Elle l'avait soutenu avant les costumes élégants, avant le bureau prestigieux, avant l'arrogance. Et pourtant, la voilà, à 31 ans, traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Nicolas passa une main dans ses cheveux. « Chloé, tu ne devrais pas être ici. »« Pourquoi pas ?» dit-elle avec douceur. « Tu ne te plaignais pas hier soir. » Le pouls de Manon trembla, mais elle resta debout. Elle l'avait toujours fait.
Ayant grandi sans père et avec une mère qui cumulait 3 emplois, Manon avait appris très tôt que survivre signifiait parfois avaler l'amertume et avancer. Elle avait toujours cru que Nicolas était différent, quelqu'un qui valorisait la loyauté, quelqu'un qui la voyait. Maintenant, elle voyait la vérité. Nicolas ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait des possessions. Et Chloé voulait posséder tout ce que Nicolas touchait, y compris la maison de campagne, la carrière, la vie que Manon l'avait aidé à bâtir. Chloé s'approcha avec son parfum entêtant et son sourire moqueur. « Nicolas ne t'a pas raconté ce qui s'est passé hier soir, n'est-ce pas ?» Le cœur de Manon s'arrêta. Le visage de Nicolas pâlit et Chloé murmura une phrase qui non seulement brisa la pièce, mais la fit exploser. « Parce qu'il n'était pas seulement avec moi, il avait aussi des projets pour toi. » C'était un piège. Cette maison qui surplombait les collines du Luberon avait été autrefois le sanctuaire de Manon. Elle se souvenait du jour où ils avaient emménagé, comment elle était restée debout devant les grandes baies vitrées, contemplant l'horizon provençal, comme si elle était enfin arrivée dans un lieu où la vie ne pouvait plus lui faire de mal. À l'époque, la lumière dorée du sud lui semblait chaleureuse, pleine de promesses. Maintenant, elle lui paraissait froide, témoin d'une trahison qui se déroulait au ralenti. Nicolas traversa le salon d'un pas lourd, chaque étape résonnant dans l'espace. Les sols en pierre naturelle brillaient sous le soleil du matin, reflétant son agitation, sa culpabilité, sa façade qui s'effritait. L'endroit semblait impeccable, meubles de créateurs, œuvres d'art sélectionnées, une cuisine équipée, mais sous la surface, la pourriture s'était installée lentement, et Manon se sentait comme une étrangère errant dans les ruines de la vie qu'elle avait construite. Chloé entra avec un air désinvolte, comme si elle était chez elle. Ses talons claquaient fort, de manière irrespectueuse, rebondissant sous les hauts plafonds aux poutres apparentes alors qu'elle se dirigeait vers la vue panoramique. « Quelle vue incroyable !» dit-elle en souriant avec un air moqueur par-dessus son épaule. « Je comprends pourquoi tu t'es accroché à cet endroit. » S'accrocher. Comme si Manon occupait une vie qui ne lui appartenait pas. Manon serra la mâchoire et détourna le regard. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe de s'effondrer. Pas ici, pas maintenant. La vallée s'étendait sous ses pieds, les vignes et les champs de lavande au loin, le calme apparent de la nature. Mais au lieu de la paix, tout cela remplit Manon d'effroi. Quelque chose changeait, quelque chose approchait. La voix de Nicolas brisa le silence. « Ce n'est pas le moment, Chloé. S'il te plaît, se moqua-t-elle. C'est toi qui m'as dit de venir. » Manon leva brusquement la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas évita son regard. C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Chloé s'approcha de la table et caressa du bout des doigts les lys que Stéphane avait envoyés. « Ils sont chers, dit-elle. Qui envoie des fleurs comme ça à une femme mariée? » Quelqu'un qui apprécie son travail, répondit Manon, mais sa voix sonna plus basse qu'elle ne le voulait. Ou quelqu'un qui la désire, sourit Chloé. La mâchoire de Nicolas se crispa. Il détestait entendre ça. Il détestait l'idée qu'un autre homme puisse valoriser Manon. Il détestait que Stéphane, un homme bien au-dessus de lui à tous égards, sache que Manon existait. Un frisson de panique traversa l'expression de Nicolas, bref mais inimitable. Et alors, comme si le destin l'avait synchronisé, son téléphone vibra. Il regarda l'écran et pâlit. Manon le vit, un nom. Un nom qui n'appartenait ni à Chloé ni à personne qu'elle ne reconnaisse. Un nom que Nicolas ne voulait jamais qu'elle voie. Et lorsqu'il tenta de cacher le téléphone, Manon sut que ce matin-là cachait plus de secrets qu'une simple infidélité. Le téléphone de Nicolas sonna à nouveau, vibrant bruyamment contre le comptoir en pierre. Il le retourna face contre terre, mais pas assez vite. Manon l'avait vu du coin de l'œil, le nom d'une femme. Ce n'était pas Chloé, ce n'était personne de son bureau. Quelqu'un savait. Quelqu'un qu'il ne voulait clairement pas qu'elle connaisse. Son estomac se noua. Qui est-ce? Demanda-t-elle doucement. Personne, répondit Nicolas trop vite. Du travail. Chloé gloussa. Oh, chérie, apprends au moins à mieux mentir. Nicolas lui lança un regard d'avertissement, mais le mal était fait. Manon se dirigea vers l'îlot de cuisine à pas lents, ferme et contrôlé. Elle tendit la main vers le téléphone abandonné, mais Nicolas le saisit comme s'il s'agissait d'un explosif. « Ne touche pas à mes affaires » cracha-t-il. Les mots firent plus mal qu'ils n'auraient dû.
C'était aussi sa maison, c'était aussi sa vie, l'endroit qu'elle avait maintenu à flot avec des nuits de travail tardives. Et pourtant, il était là, protégeant son téléphone comme si la vérité qu'il contenait pouvait le brûler vif. « Pourquoi je ne peux pas le voir ?» murmura Manon. Nicolas ne répondit pas, mais son silence était une réponse en soi. Elle se retourna, les yeux brûlants et le pouls battant dans ses oreilles. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose de réel, d'indéniable. Et à ce moment, l'univers le lui fournit. À l'arrière du col de la chemise blanche immaculée de Nicolas, partiellement cachée par sa veste, elle vit une légère tache de rouge à lèvres. Ce n'était pas la teinte de Chloé. C'était plus intense, plus sombre, une couleur que Chloé ne portait jamais. Sa voix tremblait, mais elle ne vacilla pas. « Nicolas, qu'est-ce qu'il y a sur ton col ?» Il se figea. Chloé haussa les sourcils, amusée. « Tiens, tu as été très occupé. » Manon s'approcha, le regard fixé sur la tache. « Qui est-ce ?»« Ce n'est rien, » insista Nicolas. « C'est ce que tu as dit pour Chloé. » Un silence sépulcral s'empara de la maison. Dehors, la Provence s'éveillait. Le chant des cigales au loin, peut-être le bruit d'un tracteur dans la vallée, le pouls d'une région qui ne se souciait pas des cœurs brisés ni des promesses non tenues. À l'intérieur, les murs semblaient trop petits, trop étroits. Nicolas se redressa, essayant de reprendre le contrôle. « Manon, tu exagères. » Mais elle n'exagérait pas. Elle n'avait pas assez réagi depuis des années. Elle avait avalé ses doutes. Elle avait ignoré les signaux d'alarme. Elle s'était convaincue que l'amour pouvait survivre au manque de respect, mais c'était trop. Manon recula, le souffle court, parcourant la pièce du regard, les mensonges concernant Stéphane, le rouge à lèvres sur le col de Nicolas, le téléphone vibrant de messages d'une autre femme. Chloé souriait toujours avec arrogance. Tout s'assemblait en une vérité brutale. Nicolas n'avait pas fait un faux pas, il n'avait pas commis une erreur, il avait un schéma, un modèle qui avait commencé bien avant Chloé et qui ne finirait pas avec elle. Et alors, la sonnette de la porte d'entrée retentit bruyamment. Un paquet pour Manon. Et ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte briserait le dernier fil qui maintenait leur mariage. Le bruit de la sonnette coupa la tension comme une lame. Manon se précipita vers l'entrée, reconnaissante, désespérée pour n'importe quelle distraction du chaos qui se déroulait derrière elle. Un livreur se tenait à la porte avec une élégante boîte noire attachée par un ruban platine. Trop élégant, trop intentionnel. « Livraison pour Manon, dit-il. Elle hésita, regardant vers Nicolas et Chloé qui observaient comme des faucons encerclant un animal blessé. Manon signa quand même. Dès qu'elle toucha la boîte, elle sentit la peur fleurir dans sa poitrine. Un emballage luxueux, lourd, personnel. Elle espérait que ce n'était pas de Stéphane. Nicolas croisa les bras. Encore un cadeau. On dirait que tu es très occupé ces jours-ci. Sa jalousie traversa la pièce avec une acuité toxique. Chloé se pencha vers lui et lui chuchota quelque chose que Manon ne put entendre, mais le sourire moqueur sur ses lèvres disait tout. Manon porta la boîte à la table de la salle à manger. Ses mains tremblaient alors qu'elle dénouait le ruban. Le couvercle se souleva doucement, trop doucement, et à l'intérieur se trouvait une pile de photos brillantes. Elle se figea. La première photo la montrait lors d'une réunion avec un client il y a 2 semaines, marchant dans une rue d'Avignon, riant tout en parlant au directeur d'un hôtel. Des moments complètement innocents, mais pris sous des angles qui semblaient intimes, invasifs, comme ceux d'un harceleur. Une autre photo, et encore une autre. Nicolas saisit la photo du dessus et son visage s'assombrit. « Qui a pris ça ?»« Je ne sais pas, » murmura Manon. Chloé en prit une de la pile et haussa les sourcils de manière dramatique. « Tiens, tu as été très occupé. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, » insista Manon, les joues rougissantes. « C'est pour le projet de l'hôtel dont je t'ai parlé. » Nicolas frappa la photo contre la table. « Tu espères que je vais croire ça? Quelqu'un t'envoie des fleurs? Quelqu'un t'envoie des photos? Qu'est-ce que je suis censé penser? Que quelqu'un me surveille. » dit Manon, étouffant sous la vérité. Mais Nicolas n'entendait que ce qu'il voulait entendre. Il s'approcha, la voix basse et dangereuse. « C'est ce Stéphane. C'est avec lui que tu sors ?» Manon frissonna. « Nicolas, arrête.
Regarde les heures. C'était en plein jour pendant que tu étais au travail. Chloé intervint doucement. Ou tu veux dire pendant qu'il pensait que tu étais à la maison en train de jouer l'épouse fidèle. Le silence de Nicolas était pire que les cris, pire que les accusations. Ses yeux avaient déjà décidé qu'elle était coupable. Manon dit à voix basse, « Je n'aurais jamais pensé que tu sois ce genre d'homme. » Une femme qui le trahirait? Non, un homme comme lui. Sa gorge la brûlait. Ces photos sont destinées à te faire douter de moi. Tu ne le vois pas? Mais il ne le voyait pas. Nicolas fit un pas en arrière comme si elle le dégoûtait, et alors son téléphone vibra. Un message, numéro inconnu, une seule phrase qui lui glaça le sang, « Si ton mari ne t'écoute pas, peut-être devrais-tu lui demander où il était vraiment jeudi dernier. » Manon resta à regarder le message qui brillait sur l'écran de son téléphone. Des mots si tranchants qu'ils lui transpercèrent la poitrine. Demande-lui où il était vraiment jeudi dernier. Son esprit s'emballa. Jeudi dernier, Nicolas avait dit qu'il avait une réunion du conseil d'administration jusqu'à tard. Il n'était rentré qu'après de 2 heures du matin, sentant légèrement le vin et le parfum de quelqu'un d'autre. Elle lui avait demandé si tout allait bien. Il lui avait embrassé le front et avait dit, « C'est juste le boulot, Manon, retourne dormir. » Mais le message fut comme une main arrachant le rideau derrière lequel elle s'était cachée. Elle se tourna vers Nicolas, la voix tremblante. « Où étais-tu jeudi dernier ?» Il se tendit. « Ne commence pas. » « Où » insista-t-elle avec plus de force. Cette fois, Nicolas ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Chloé sourit comme un chat qui s'amuse à dépecer sa proie. « Oh, Nicolas, tu ne lui as pas raconté pour cette nuit-là » Le cœur de Manon fit un bond. « Quelle nuit » Chloé s'appuya avec indifférence sur le comptoir. « La nuit où il a dit qu'il regrettait de ne s'être jamais marié avec toi. » La pièce bascula. Nicolas ne le nia pas, même pas d'un signe de tête. Manon sentit quelque chose en elle se déchirer silencieusement, douloureusement, comme un tissu qui cède sous une tension excessive. Elle s'agrippa au bord de la chaise de la salle à manger pour garder l'équilibre. Soudain, la maison lui sembla étrangère. Chaque meuble lui rappelait les sacrifices qu'elle avait faits, les travaux en freelance acceptés pour aider à payer cet endroit, les nuits passées à peaufiner les présentations de Nicolas. Les vacances où elle ne visitait pas sa mère parce que Nicolas insistait pour que son emploi du temps passe en premier. Ses genoux flanchèrent. Elle pressa une main sur son estomac pour ne pas tomber. « Je t'ai tout donné » murmura-t-elle. L'expression de Nicolas se durcit. « Ne fais pas de drame. » Du drame? Manon rit, un son saccadé et tremblant. « Tu m'as trompé. Tu m'as menti. Tu as amené ta maîtresse dans notre maison. Et toi, tu reçois des fleurs et des paquets mystérieux, répliqua-t-il. Peut-être que tu n'es pas si innocente non plus. » Les accusations brisèrent quelque chose de fragile en elle. Les larmes affleurèrent, mais elle lutta pour les contenir. Pas encore. Pas devant Chloé. Elle fit un pas vers lui, la voix brisée. « Je suis ta femme. » Et peut-être que c'était une mauvaise décision, dit-il froidement. Elle eut le souffle coupé. Soudain, les murs lui parurent trop proches, l'air trop rare. Elle attrapa son manteau et chancela vers la porte. Peu importait où elle allait, elle avait juste besoin de s'éloigner avant que la digue en elle ne cède. Manon. Aboya Nicolas, mais elle continua de marcher, la main tremblante alors qu'elle ouvrait la porte d'entrée. Une fois dehors, sa vision se brouilla, sa respiration s'accéléra, son cœur se brisa, et juste avant qu'elle ne s'engage dans l'allée, son téléphone vibra à nouveau. Un second message. « Tu mérites de savoir la vérité. Retrouve-moi. » L'air frais du matin frappa les joues de Manon alors qu'elle sortait de la propriété en titubant, le chant des oiseaux ne parvenant pas à couvrir ses respirations saccadées. Elle s'enveloppa plus étroitement dans son manteau, essayant de rester entière assez longtemps pour lire le second message. « Retrouve-moi. » Sans nom, sans lieu, juste ces 2 mots. Son téléphone vibra encore. Cette fois, une adresse apparut, un bistrot élégant près de la gare d'Avignon, un endroit que Nicolas évitait toujours, prétendant qu'il était prétentieux. Cela suffit à Manon pour savoir que le message ne venait pas de lui. Ses jambes semblaient faites de verre, prêtes à se briser à chaque pas,
mais elle se força à marcher jusqu'à la petite gare locale pour prendre le premier TER. Quand elle entra dans le bistrot, son cœur battait fort dans ses oreilles. Elle parcourut la salle du regard, sans savoir vraiment qui elle cherchait. Alors elle le vit, un homme en costume gris foncé assis près de la fenêtre. La lumière du sud brillait derrière lui. Cheveux foncés, traits marqués, posture élégante mais sobre. Il parcourait des documents avec un stylo main blank entre les doigts. Il semblait sorti de la couverture d'un magazine d'affaires. Il leva les yeux. Stéphane, le nom que Nicolas avait prononcé avec haine, l'homme qui lui avait envoyé des « mensonges ». Il se leva lentement avec un mouvement qui attirait l'attention sans la demander. Manon sentit un nœud dans sa gorge. « Merci d'être venu, dit-il en lui indiquant de s'asseoir. Désolé de t'avoir contacté de cette manière, mais c'était nécessaire. Elle hésita, mais l'épuisement la poussa à s'asseoir. Pourquoi m'avez-vous envoyé ces messages et les fleurs? Stéphane l'observa attentivement, non pas avec reproche, mais avec une étrange et silencieuse inquiétude. Parce que je crois que tu es en danger. Elle eut le souffle coupé. Nicolas a contacté agressivement mon entreprise, offrant des partenariats, des accords, un accès. Il plissa les yeux. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Manon sentit son pouce accélérer. Stéphane glissa un dossier sur la table. Je crois qu'il a utilisé ton nom. Manon cligna des yeux. Mon nom? Ton crédit, ta signature, ton portfolio professionnel. Stéphane baissa la voix. Il a envoyé tes designs à une entreprise rivale et a tenté de réclamer la propriété partielle de ton travail. Quand l'information la frappa, son estomac se retourna. Non, Nicolas ne ferait pas ça. Mais si, il le ferait. Il l'avait fait. Stéphane se pencha légèrement. Je te dis ça parce que ton travail est bon, exceptionnel même, et qu'il mérite protection. Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle feuilletait les documents, ses croquis, ses concepts, même ses notes, tous copiés avec le logo de quelqu'un d'autre en filigrane. Il ne l'avait pas seulement trompé, il l'avait volé. Stéphane l'observait attentivement. Tu peux encore tout récupérer, Manon, mais tu dois décider qui tu protèges, lui ou toi-même. Elle eut le souffle coupé, et alors Stéphane dit la phrase qui changea tout son monde. Ton mari ne te trahit pas seulement émotionnellement, il construit son avenir sur ton nom. Pendant un long moment, Manon ne put parler. Le dossier gisait ouvert sur la table. Sa propre écriture la regardait comme si elle appartenait à une étrangère. Des notes griffonnées à minuit, des brouillons rédigés dans le train entre deux réunions, des semaines de travail non rémunérées, des mois de sueur et d'espoir. Tout cela volé, réemballé et silencieusement détourné vers la poche de quelqu'un d'autre. Vers la poche de Nicolas. Un nœud se forma dans sa gorge, une pression trop grande pour un seul corps. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Murmura-t-elle. L'expression de Stéphane s'adoucit. Parce que ton talent est précieux, et certains hommes ne s'en rendent compte qu'après l'avoir exploité. Une larme glissa sur sa joue. Elle ne prit pas la peine de l'essuyer. Il laissa le silence se prolonger, lui donnant l'espace pour respirer, pour assimiler, pour se briser. Puis il parla avec calme et fermeté. Manon, ce qu'il fait est illégal. Usurpation d'identité, vol de propriété intellectuelle. C'est grave. Elle déglutit. Je ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas à le savoir aujourd'hui. Stéphane lui glissa une carte de visite. Mais quand tu seras prête, appelle cette avocate. Valérie. Elle est discrète, perspicace et habituée à gérer des cas comme celui-ci. Manon regarda la carte. Elle lui parut plus lourde que tout le dossier. Stéphane se recula sur sa chaise et la regarda avec une gentillesse inattendue. Tu as l'air de quelqu'un à qui on n'a pas permis d'occuper de l'espace depuis longtemps. Cette phrase la toucha plus profondément que n'importe quelle accusation. Manon détourna le regard, honteuse de la facilité avec laquelle il l'avait cerné, de la naturalité avec laquelle il avait lu ce que Nicolas lui avait inculqué pendant des années, le manque de confiance, l'absence de voix, la peur. Je ne suis pas aussi forte que les gens le croient, murmura-t-elle. Stéphane secoua la tête. La force n'est pas bruyante, Manon. Parfois, elle consiste à survivre à des choses que personne ne connaît. Sa respiration trembla, elle ne discuta pas.
Le téléphone de Stéphane vibra. Il le regarda, expira en silence et se leva. « J'ai une réunion, mais je voulais que tu saches la vérité avant que Nicolas ne la déforme. » Il prit son manteau et s'arrêta près d'elle. « Prends ta journée, repose-toi et ensuite décide quoi faire. Ton travail mérite mieux. Tu mérites mieux. Je n'ai personne. » Elle le vit sortir dans la matinée provençale, disparaissant parmi la foule qui se déplaçait avec détermination et confiance, des qualités qu'elle avait eues autrefois, mais qu'elle avait perdues en chemin. Elle rassembla les documents et les rangea soigneusement dans son sac. De l'autre côté de la vitre du bistrot, la ville brillait de possibilités, indifférente au chagrin, mais débordante de secondes chances. Pour la première fois depuis des mois, Manon prit une grande inspiration. Son mariage s'effondrait. Sa confiance était détruite, mais quelque chose de plus petit, fragile et déterminé s'agitait dans sa poitrine. Et quand elle sortit, son téléphone vibra à nouveau. Nicolas rentre à la maison maintenant. Manon ne rentra pas. Au lieu de cela, elle marcha sans but, sans destination, mue par l'instinct primaire de continuer à bouger pour que le poids dans sa poitrine ne l'écrase pas. Le mistral de l'après-midi soufflait, apportant la fraîcheur du soir. Elle prit un train pour s'éloigner de la ville, se retrouvant dans le calme du parc naturel régional du Luberon. Elle erra sur les sentiers, passant devant des randonneurs, des touristes, des familles. Le monde continuait de tourner. Son monde s'était arrêté. Elle trouva un banc près d'un point de vue où les collines se reflétaient dans la lumière déclinante. Son souffle se condensait dans l'air froid. Tous les moments où elle avait ignoré les nuits où Nicolas rentrait tard, les mots méprisants, le dénigrement constant, tout cela l'inonda. Combien de fois s'était-elle convaincue qu'il était juste stressé, qu'elle devait juste être plus patiente, plus compréhensive. Un souvenir d'il y a 3 ans lui revint, quand elle avait décroché son premier contrat de designer d'éclairage. Elle était rentrée rayonnante, prête à célébrer. Nicolas s'était servi un verre de vin et avait dit « Ne nous emballons pas. C'est à petite échelle. » Elle n'avait pas réalisé alors comment il avait délibérément éteint sa lumière. Elle pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de contenir les larmes. Elle se sentait stupide, vide, trahie et douloureusement seule. Une silhouette passa en courant près d'elle, puis ralentit et se retourna. « Ça va ?» Un inconnu, juste un passant. Elle secoua rapidement la tête, honteuse. « Je vais bien. » Il hocha doucement la tête et reprit sa course. Cette simple gentillesse faillit la faire s'effondrer. Son téléphone vibra à nouveau, mais ce n'était pas Nicolas. Un nouveau numéro. « Stéphane, si tu es en sécurité, reste-y. Il vient d'appeler mon bureau. » Manon sentit son estomac se retourner. Nicolas avait contacté Stéphane. Pourquoi? Pour le menacer? Pour l'intimider? Ou parce qu'il craignait que Manon ne découvre la vérité? Ses doigts tremblaient alors qu'elle écrivait la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Stéphane répondit instantanément. Il m'a dit de rester en dehors de son mariage. C'est ce que disent généralement les gens quand ils ont quelque chose à cacher. Une rafale de vent balaya le sentier, éparpillant des feuilles sèches autour de ses pieds. Elle se leva lentement, redressant son dos avec une force qu'elle ne savait pas posséder encore. Elle n'allait pas rentrer tout de suite, peut-être jamais. Son cœur lui faisait mal, sa vie s'effondrait, son avenir était incertain, mais alors qu'elle quittait le parc, une chose était claire, douloureusement, indéniablement, elle se réveillait. Quand Manon sortit du Luberon pour rejoindre une zone plus habitée, ses doigts étaient engourdis par le froid et la peur qui s'emparait d'elle comme un lierre grimpant. Elle se dirigea vers un café tranquille. Elle avait besoin d'une boisson chaude et d'un moment pour respirer. Elle venait de commander un petit café au lait quand son téléphone se mit à vibrer sans cesse. 6 appels manqués, 14 nouveaux messages, tous de numéros inconnus. Son cœur se serra. Le premier message qu'elle ouvrit lui coupa le souffle. « J'ai entendu les rumeurs. Désolé que tu traverses ça. » Une autre notification apparut, un lien avec les mots « main tremblante ». Manon l'ouvrit. Un blog de potins locaux, mais lu dans les cercles d'affaires. Le titre fit trembler ses genoux, une source interne affirme que l'épouse du vice-président Nicolas a une aventure avec le directeur d'un grand hôtel. Sa photo, l'une de celles de la pile du harceleur, apparaissait sous le titre. Sa vision se brouilla. Nicolas et Chloé. Ils avaient filtré ça.
Il la piégeait. Elle continua de faire défiler l'écran, le pouls accéléré. L'article déformait tout. Les fleurs de Stéphane devenaient des cadeaux secrets. Sa réunion avec le gérant de l'hôtel devenait une sortie suspecte. Et le pire de tout, la page décrivait Nicolas comme un mari dévasté, surpris par la prétendue infidélité de son épouse. Sa gorge la brûlait. C'était calculé, préparé et lancé avec une cruauté chirurgicale. Le bruit du café s'estompa en un bourdonnement sourd alors qu'elle lisait les commentaires. Le pauvre type, elle n'a pas l'air de quelqu'un qu'il aurait dû épouser. Stéphane a toujours eu l'air du genre à voler la femme d'un autre. L'humiliation inonda son visage, mais alors arriva un autre message, ni de Nicolas ni de Stéphane, mais d'un numéro masqué. Vérifie tes emails maintenant. Son cœur battait la chamade alors qu'elle ouvrait sa boîte de réception. Il y avait un nouveau message en haut. L'objet était simple, tu devrais savoir ce qu'il pense vraiment de toi. À l'intérieur, un unique fichier audio. Ses mains tremblaient. Elle appuya sur le bouton de lecture. La voix de Nicolas, froide, arrogante, Manon ne se défendra pas. Elle ne le fait jamais. Une fois l'article publié, elle aura trop honte pour sortir de chez elle. Suivi du rire de Chloé. Parfait. Et une fois que sa réputation sera détruite, elle n'aura aucune crédibilité pour réclamer les designs. On pourra continuer sans qu'elle nous gêne. Le sang quitta le visage de Manon. Sa respiration se fit saccader. Il ne la trompait pas seulement, il la détruisait. Il lui tendait un piège, effaçant son travail, l'effaçant elle. Soudain, le café lui parut trop petit, trop lumineux, trop bruyant. Elle sortit dans l'air froid de la nuit en haletant. Nicolas pensait qu'elle s'effondrerait en silence. Il pensait qu'elle disparaîtrait. Mais alors qu'elle s'appuyait contre un réverbère, un feu s'alluma dans sa poitrine, petit, tremblant, mais vivant. Un message différent sonna sur son téléphone. Stéphane, j'ai vu l'article. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Les larmes séchèrent sur ses joues et pour la première fois, Manon réalisa qu'elle n'était pas aussi seule que Nicolas voulait le lui faire croire. Manon ne se souvenait pas avoir marché jusqu'au bureau de Stéphane, mais elle se retrouva d'une manière ou d'une autre dans le hall en marbre de Crest Développement, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Elle devait avoir l'air dévastée, car la réceptionniste ne posa aucune question, elle appela simplement à l'étage. Monsieur Crest va vous recevoir. Le trajet en ascenseur lui parut interminable. Quand les portes s'ouvrirent, Stéphane attendait déjà, sans veste, les manches légèrement remontées et avec une expression plus sévère que jamais. « Tu as vu l'article » dit-il doucement. Manon hocha la tête et sa voix se brisa. « Ils essaient de me ruiner. »« Je sais » dit Stéphane en l'invitant à entrer. « Viens. » Son bureau d'angle donnait sur la ville illuminée. Normalement, Manon l'aurait admiré. Aujourd'hui, elle se sentait petite, maltraitée, épuisée. Il ferma la porte. « Assieds-toi. Commence par où tu veux. » Dès qu'elle s'assit, le barrage qu'elle portait en elle céda. Elle lui raconta tout, les fleurs, le rouge à lèvres, les photos, le blog, l'enregistrement audio. Stéphane ne l'interrompit pas. Il écouta avec une intensité qui la rassura sans l'oppresser. Quand elle eut fini, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les poser sur ses genoux. « Manon, dit-il finalement, ce n'est pas seulement une trahison personnelle, c'est une tentative de diffamation. » Elle hocha faiblement la tête. « Je sais. Et il le fait parce que tu es une menace. » Stéphane se pencha en avant. Peut-être pas pour lui en tant que mari, mais professionnellement. Tu as quelque chose qu'il n'a pas. Du talent. Un rire étouffé et sans humour lui échappa. Je ne me sens pas talentueuse. Parce que tu as passé des années avec quelqu'un qui avait besoin que tu te sentes petite pour pouvoir se sentir grand. Elle eut le souffle coupé. Stéphane ouvrit un dossier. Regarde ça. À l'intérieur, une copie imprimée d'un mémo interne d'une chaîne hôtelière à laquelle elle avait présenté une proposition le mois précédent. Son nom apparaissait 3 fois avec enthousiasme, jusqu'à une note finale, inquiétude soulevée par Nicolas et sur son professionnalisme. Suggestion de chercher des designers alternatifs. Manon porta une main à sa bouche. Il m'a saboté. Oui, dit Stéphane, mais tu n'as pas perdu parce que tu n'étais pas assez bonne. Tu as perdu parce que quelqu'un a triché.
Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau, mais cette fois pas de désespoir, de fureur. Stéphane expira profondément. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Un homme comme Nicolas ne détruit pas ce qu'il ne craint pas. Il a fait tout ça parce qu'il sait que tu es meilleur que lui. Ces mots la frappèrent comme la lumière du soleil après un orage. Lentement, avec précaution, Manon redressa les épaules. Stéphane le remarqua. Un léger sourire se dessina sur sa bouche. Voilà. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de son bureau sonna bruyamment. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant et son expression changea. « C'est ton mari » dit Stéphane. Manon eut le sang glacé. Stéphane décrocha. Ici Crest, écouta-t-il, et serra la mâchoire. Il raccrocha et regarda Manon. Nicolas n'a pas fini, dit-il. Puis, se penchant en avant, d'une voix basse et sombre, il ajouta, il est sur le point de faire son prochain mouvement, et ça va te toucher de plein fouet. L'avertissement de Stéphane résonna dans l'esprit de Manon bien après qu'elle fût sortie de son bureau. Bien sûr qu'il n'avait pas fini. Les hommes comme Nicolas ne s'arrêtaient jamais tant qu'ils n'avaient pas détruit tout ce qui les rendait insécures, et elle, son épouse calme, agréable et sous-estimée, était soudainement devenue une menace. Quand Manon arriva dans la rue, le crépuscule s'était transformé en nuit. La ville brillait, mais elle se sentait étrangère à tout, flottante, fragile, attendant le prochain coup. Il arriva plus vite qu'elle ne l'espérait. Son téléphone vibra avec une alerte de sa banque. Retrait de 200 €. Retrait de 400 €. Virement effectué. Elle ouvrit l'application de sa banque avec des mains tremblantes. Leur compte courant joint. Presque vide. Près de 30 000 € disparus en quelques minutes. Nicolas l'avait vidé. Une panique aiguë et froide s'empara d'elle. Elle se précipita pour appeler la banque, mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, son écran s'illumina d'un nouveau texto de Nicolas. « Tu aurais dû rentrer quand je te l'ai demandé. Les actions ont des conséquences. » Manon chancela en arrière comme si elle avait été frappée physiquement. Son argent, ses économies, le filet de sécurité qu'elle avait construit pendant des années de freelance, de tours supplémentaires, en étirant chaque euro. Disparu. Tout disparu. Et puis un autre coup, un email de son propriétaire. En raison des récentes inquiétudes qui nous ont été communiquées concernant votre conduite en ligne, nous devons suspendre temporairement votre accès aux espaces privés de l'atelier du bâtiment. Nous réviserons votre contrat en attente de l'enquête. Elle eut le souffle coupé. Son espace de travail, son équipement, sa seule source de revenus. Nicolas les avait appelés. Il lui coupait les vivres petit à petit. Elle s'appuya contre le mur froid d'un immeuble, luttant pour respirer. La ville se pressait autour d'elle, indifférente, imparable. Sa vie s'effondrait en temps réel et elle ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Son téléphone sonna. « Stéphane » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Il a tout pris. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Stéphane. « Il a vidé le compte et a appelé mon propriétaire. Je ne peux plus accéder à mon atelier. » Il y eut un moment de silence, une inhalation brusque de la part de Stéphane. Puis sa voix se durcit jusqu'à atteindre un calme mortel. « Manon, écoute-moi. Tu dois aller dans un endroit sur ce soir. Ne retourne pas à la maison de campagne. Ne lui parle pas. Ne signe rien. » Ses genoux flanchèrent. « Je n'ai nulle part où aller. »« Si, tu as, » dit Stéphane avec fermeté. « J'enverrai une voiture. Je m'occuperai de la logistique. Va juste à l'adresse que je t'enverrai par message. » Elle ferma les yeux, contenant les larmes. « Je ne peux pas te laisser faire ça. »« Tu ne me laisses rien faire, » dit-il. « Je fais ce que tout être humain décent ferait. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Celui-ci provenait d'un numéro inconnu, une photo, Nicolas et Chloé dans sa maison, dans sa cuisine, trinquant avec des verres de vin. La légende disait, ta remplaçante a officiellement emménagé. Au moment où Manon vit la photo de Nicolas et Chloé se prélassant chez elle, ses comptoirs en pierre, ses verres de vin, le monde autour d'elle bascula. Sa respiration s'arrêta et ses doigts s'engourdirent autour du téléphone. Pendant une seconde, elle put entendre la circulation, le vent du soir,
mais tout ce qu'elle ressentait était un silence profond et écrasant. Il n'avait pas attendu, il ne s'était pas caché, il n'avait même pas hésité. Nicolas avait amené Chloé dans la maison que Manon avait tant sacrifiée pour construire, la maison qu'elle avait décorée, celle où elle croyait qu'ils vieilliraient ensemble. Sa poitrine se serra de douleur et elle appuya sa main dessus, s'adossant au mur pour rester debout. Ce n'était plus un chagrin d'amour, c'était une course pour sa survie. Elle ne se souvenait pas avoir marché jusqu'à la gare, ni avoir cherché son billet, mais soudain elle était là, perdue parmi une foule d'inconnus qui ne savaient pas que sa vie venait de s'effondrer. Elle monta dans le premier TER qui arriva. Peu importait où il allait. Elle s'assit sur le siège du coin, s'enlaçant dans son manteau. Son reflet dans la fenêtre du train semblait fantomatique, pâle, épuisé, les yeux gonflés et les cheveux collés aux joues par les larmes froides. À peine reconnaissait-elle la femme qui la regardait. En face d'elle, une femme plus âgée la regarda avec inquiétude. « Ça va, ma petite ?» Manon hocha la tête automatiquement, bien que sa voix existât à peine. « Juste une longue journée. » La femme lui adressa un sourire compréhensif. « Parfois, la vie brise tout avant de te donner quelque chose. » Les mots la touchèrent trop près. Quand le train s'arrêta dans une petite ville voisine, Manon sortit en titubant, poussée plus par l'instinct que par l'intention. Elle ira jusqu'à trouver un hôtel étroit et un peu défraîchi, un de ces endroits que les touristes évitent. L'enseigne clignotait, le hall sentait la vieille moquette. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle paya une nuit avec le dernier argent liquide qui lui restait dans son portefeuille. Dans la petite chambre, Manon s'effondra finalement au bord du lit. Elle ne pouvait pas respirer sans trembler. Son corps se recroquevilla, secoué de spasmes incontrôlables. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à pleurer sans retenue. Elle pleura pour son mariage. Elle pleura pour son travail volé. Elle pleura pour la femme qu'elle était avant que Nicolas ne la brise petit à petit. Quand elle s'arrêta enfin, la gorge irritée et les yeux brûlants, elle chuchota dans l'obscurité, « Je ne peux pas y retourner. » Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un nouveau message de Stéphane. « J'ai envoyé la voiture. Elle t'attendra quand tu seras prête. Tu ne seras pas seule là-dedans. » Manon ferma les yeux. Pour la première fois de la journée, elle sentit quelque chose de faible, mais réel, une étincelle de force, un début caché au plus profond de sa chute. La pluie avait commencé à tomber quelque part après minuit, frappant la fenêtre de l'hôtel comme des doigts impatients. Manon s'assit sur le bord du lit grinçant, regardant le message de Stéphane encore et encore. « La voiture t'attend. Tu ne seras pas seul. » Personne ne lui avait dit des mots comme cela depuis des années. Nicolas, certainement pas. Lui disait des choses comme « Ne me fais pas honte » ou « Tu exagères ». Non, c'était peut-être pour ça que ses mains tremblaient maintenant, parce que la gentillesse lui semblait étrangère, incertaine, voire suspecte. Mais elle ne pouvait pas rester dans cette chambre une nuit de plus. Elle ne pouvait pas retourner à la maison de campagne et elle ne pouvait pas continuer à se noyer seule. Alors, avec un soupir tremblant, elle se leva. Quand elle sortit, la pluie s'était transformée en une douce bruine. Une berline noire était garée le long du trottoir. Le chauffeur sortit immédiatement avec un parapluie à la main. « Mademoiselle Doyle ?» demanda-t-il aimablement. Elle hocha la tête. Il ouvrit la portière arrière et elle se glissa à l'intérieur. Les sièges en cuir étaient chauds. Il y avait une bouteille d'eau et une couverture pliée dans le coin. Des détails dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin jusqu'à ce qu'elle les voie. Quand la voiture démarra, elle appuya son front contre la vitre froide. Les lumières de la ville défilaient, se reflétant dans les flaques. Autrefois, cette région lui avait semblé un terrain de jeu plein de possibilités. Cette nuit, c'était un labyrinthe qu'elle reconnaissait à peine. La voiture s'arrêta devant une belle bâtisse, peut-être une grande maison de maître rénovée ou un appartement moderne dans un quartier calme. Stéphane l'attendait. Cette fois, il ne portait pas de costume, ce n'était pas le PDG qu'elle avait connu dans les bistrots et les salles de conférence, mais un homme en pull col roulé, les manches légèrement remontées, l'air humain. « Tu es venu, dit-il doucement. » Puis, dans son ton, peut-être du soulagement, il la désarma de nouveau. « Je ne savais pas où aller d'autre, » admit-elle. « Tu es venu au bon endroit. » Il la conduisit dans un intérieur spacieux et minimaliste. Éclairage chaleureux, lignes épurées, tranquillité.
Un espace conçu pour apaiser, pas pour impressionner. J'ai préparé la chambre d'amis, dit Stéphane. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire, sans pression, sans question. Les larmes lui piquèrent les yeux. Pourquoi m'aides-tu? Il fit une pause. Parce que quelqu'un aurait dû t'aider il y a longtemps. Les mots la frappèrent profondément. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Stéphane vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. Nicolas a déposé quelque chose, dit-il. Une action d'urgence. Il bouge vite. Manon sentit un nœud dans son estomac. Qu'est-ce qu'il a déposé? Stéphane leva les yeux, le regard fixe et la voix grave. Il essaie de supprimer ton nom de ton propre travail de façon permanente. Manon sentit les mots la frapper comme un coup physique. Nicolas ne sabotait pas seulement sa carrière, il essayait d'effacer son nom complètement. Stéphane posa le téléphone sur la table, la mâchoire serrée. Il a demandé à être inclus comme créateur principal de tes designs d'éclairage. S'il réussit, tu pourrais perdre la propriété et tous les projets futurs liés à eux. Sa respiration devint saccadée. Il ne peut pas faire ça. Il essaie, dit Stéphane. Et il utilise le scandale pour affirmer que tu es instable, incapable de gérer les affaires commerciales. Manon pouvait pratiquement entendre la voix de Nicolas, dédaigneuse et glaciale. Elle est émotive, elle est dépassée, elle ne comprend pas l'aspect business. C'était le même discours qu'il avait utilisé pendant des années chaque fois qu'elle le remettait en question. Chaque fois qu'elle essayait de protéger son travail. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi aller si loin? Stéphane n'hésita pas. Parce que tu es parti. Parce qu'il a perdu le contrôle. Parce qu'il sait que ton travail a de la valeur et qu'il ne peut pas réussir sans lui. Un tremblement parcourut son corps. Je ne peux pas le laisser gagner. L'expression de Stéphane s'adoucit. Tu ne le laisseras pas. Il glissa un autre document sur la table. C'est l'avocate que je t'ai mentionnée, Valérie. Elle est la meilleure en propriété intellectuelle et défense de la réputation. Je l'ai déjà informée. Elle t'attend demain à la première heure. Manon hocha lentement la tête, le pouls de plus en plus stable. Pour la première fois, elle sentit quelque chose d'inconnu surgir en elle. Ce n'était pas quelque chose de bruyant ni de dramatique, mais de solide, silencieux et inamovible, comme l'acier. Stéphane continua, cette nuit, repose-toi. Demain, bats-toi. Elle déglutit. Stéphane, merci. Je ne te dois rien. Non, dit-il. Mais Nicolas te doit tout. La vérité de cela lui toucha l'âme. Des heures plus tard, après que Stéphane se fut retiré, Manon resta seule dans la chambre d'amis. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air fragile, mais quelque chose dans son regard avait changé. Nicolas lui avait pris sa dignité, sa maison, ses économies, sa réputation et avait tenté de lui prendre son identité, mais il lui avait aussi donné quelque chose, une raison de se battre. Elle essuya ses joues, redressa les épaules et chuchota à son reflet, « Il a volé mon travail, il ne volera pas mon futur. » Elle éteignit la lumière. Juste quand elle ferma les yeux, son téléphone vibra. Un nouveau message de Chloé. Profite de ta dernière nuit avec son nom de famille. Demain, tu ne l'auras plus. Manon regarda l'écran, le cœur battant fort, et pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur. Elle était prête. Le matin se leva gris et lourd. Le genre d'aube qui semblait plus une accusation qu'un commencement. Manon sortit de chez Stéphane avec des vêtements prêtés, simples mais élégants, se sentant plus humaine qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Son rendez-vous avec l'avocate Valérie n'était que dans une heure, mais elle avait besoin de s'aérer l'esprit. Elle n'en eut pas l'occasion. En sortant du bâtiment, un SUV noir freina sec devant elle. La vitre baissa. Nicolas. Son expression était une tempête de colère, de peur et de désespoir. Monte dans la voiture. Non, dit Manon en reculant. Manon, dit-il avec une voix brisée, un ton qu'elle n'avait jamais entendu. Ce n'était pas de la colère, c'était de la panique. Elle resta immobile. Je ne vais nulle part avec toi. Nicolas ouvrit la portière et se jeta presque sur elle. Tu crois que tu peux fuir et te cacher avec Crest? Tu crois qu'il va te sauver?
Je n'ai pas besoin qu'il me sauve, dit-elle doucement. J'ai juste besoin que tu arrêtes de détruire ma vie. Il rit, un son âpre. Détruire ta vie? Tu l'as fait quand tu es parti. Tu as amené Chloé chez nous, répliqua TL. Tu as vidé nos comptes. Tu as répandu des mensonges sur moi. Nicolas serra la mâchoire. J'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi? Exigea TL. Pourquoi aller si loin? Silence. Puis, de manière inattendue, il détourna le regard, incapable de la regarder dans les yeux, parce qu'il savait qu'elle connaissait la vérité. Mais Manon avait besoin de l'entendre. Pour me faire mal? Murmura-t-elle. Pour me contrôler? Pour me punir? Non, dit Nicolas d'une voix tendue. Pour me protéger. Et pour ça, tu vas devoir être plus dur, dit une autre voix derrière lui. Chloé sortit du SUV, les bras croisés, portant l'un des vieux manteaux de Manon comme si elle réclamait les derniers restes de sa vie. Nicolas, dit-elle durement. Il cessa de parler, mais c'était trop tard. Il se frotta les tempes. Manon, tu ne devais rien savoir des finances. Elle eut le sang glacé. Quelles finances? Chloé lui lança un regard si tranchant qu'il aurait pu couper l'acier. Monte dans la voiture, Nicolas. On s'occupera d'elle plus tard. Non, dit Manon lentement, comprenant tout. Qu'est-ce que tu as fait? Nicolas semblait malade, tourmenté. Tu n'aurais pas dû voir ces documents que Stéphane possède. Ils peuvent me ruiner. C'était donc ça. Les mensonges, la campagne de dénigrement, le travail volé, l'agressivité frénétique. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la peur. Nicolas cachait quelque chose de gros, quelque chose de suffisamment illégal pour le détruire. Manon, supplia-t-il, si cela devient public, je perdrai tout. Elle le regarda, stupéfaite par la facilité avec laquelle il l'admettait. Tu m'as déjà tout pris, dit-elle. Nicolas s'approcha, les yeux exorbités. Alors donne-moi les documents, s'il te plaît. Avant qu'elle ne puisse répondre, Chloé aboya, si elle ne te les donne pas, prends-les. Manon fit un pas en arrière et la portière du SUV derrière elle s'ouvrit grand. Un homme corpulent en sortit, peut-être un garde du corps. Son regard était froid, inexpressif. Nicolas leva une main tremblante. Arrête, ne la touche pas. Mais Chloé fit un pas en avant, ses talons claquant sur le pavé mouillé. Elle a des documents qui peuvent nous ruiner. Tu veux que toute ta carrière parte en fumée par sentimentalisme? Le pouls de Manon rugissait dans ses oreilles. Nicolas, quel document? Que as-tu fait? Il ouvrit la bouche, mais les mots s'en mêlèrent dans la peur. Chloé se moqua. Oh, s'il te plaît, comme s'il allait te le dire. Tu crois qu'il a construit sa position par le travail acharné? Réveille-toi. Il a utilisé tes projets, ton nom, ton crédit, parce qu'il avait besoin d'une façade propre pour entrer dans le cercle de Crest. Manon chancela. Quoi? Nicolas frappa du poing sur la portière. Chloé, tais-toi. Mais Chloé s'effondrait, trop arrogante pour se taire. Pourquoi le cacher? Elle sait déjà tout. Les comptes fantômes, les fausses factures, les fonds détournés. C'est pour ça que Stéphane a refusé de travailler avec toi. Il savait que quelque chose clochait. Modern Frost. Fausses factures, fonds détournés. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit. Tu as utilisé mon nom, murmura Manon, pour commettre une fraude. Nicolas s'affaissa contre le SUV. La vérité était enfin trop lourde pour être niée. Je n'avais pas le choix. Le conseil d'administration attendait des résultats. Je me noyais. Toi, ton crédit, ton historique vierge, c'était la seule chose qui me restait. Sa voix tremblait d'incrédulité. Je te faisais confiance. Il passa une main dans ses cheveux. Je pensais pouvoir tout arranger avant que tu ne t'en aperçoives. Chloé leva les yeux au ciel. Et tu l'aurais fait si elle n'avait pas couru vers Crest comme un chiot blessé. Manon s'éloigna d'eux. La nausée lui brûlait la gorge. C'est fini. Aujourd'hui, je vais voir les autorités. Manon, attends. Nicolas se jeta vers elle. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre,
une berline noire s'arrêta brusquement derrière eux. Stéphane en sortit avec une calme létale, son manteau flottant au vent, les yeux fixés sur Nicolas avec une intensité qui fit même hésiter le garde du corps. « Ça suffit, » dit Stéphane. Nicolas se tendit. « Ce ne sont pas tes affaires. »« C'est devenu mon affaire, » répondit Stéphane, « au moment où tu as utilisé le nom de mon entreprise pour commettre une fraude financière. »« Tu ne peux rien prouver, » cracha Nicolas. Stéphane leva une tablette. « Je l'ai déjà fait. » Nicolas pâlit. Manon déglutit. « Qu'avez-vous trouvé ?» Stéphane se tourna vers elle avec douceur. « Tout ce dont nous avons besoin. » Puis il se tourna vers Nicolas. « Et tout ce qui te finira. » La rue devint silencieuse et Manon comprit enfin. Ce n'était plus seulement un mariage brisé, c'était une guerre. Le trajet jusqu'au bureau de Valérie fut silencieux, mais pas vide. Pour la première fois, Manon ne se recroquevillait pas. Elle s'assit droite dans la berline, les mains fermes. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Valérie attendait déjà. Tailleur gris élégant, regard féroce, la posture d'une femme qui ne perd pas. « Tu dois être Manon, » dit-elle. « Entre, nous avons du travail. » À l'intérieur de la salle de conférence, Stéphane posa la tablette sur la table. Valérie ouvrit des fichiers. Relevés bancaires, factures falsifiées, virements non autorisés, tous avec une horrible similitude, Nicolas avait utilisé la signature de Manon, copiée de ses contrats de design. Son estomac se retourna, mais cette fois elle ne s'effondra pas. Valérie toucha l'écran. Avec ces preuves, nous pouvons démanteler tout ce qu'il a construit. Mais l'objectif n'est pas la vengeance, c'est la protection, ton nom, ton travail, ton futur. Je sais, dit Manon doucement. Mais je ne le laisserai pas me prendre une autre partie de ma vie. Stéphane échangea un regard avec Valérie, impressionné, peut-être même fier. Durant les 2 heures suivantes, ils élaborèrent une stratégie. Demander une protection légale immédiate de sa propriété intellectuelle. Geler les comptes joints. Présenter les preuves de fraude au conseil d'administration de E-Capital. Préparer une déclaration publique pour laver son nom. Quand ils eurent fini, Valérie se leva. Demain matin, le conseil se réunit à l'hôtel particulier à Avignon. Tu y assisteras. Manon cligna des yeux. Moi? Oui, dit Valérie. Nicolas espère contrôler le récit. Nous allons détruire cette attente. Stéphane hocha la tête. Tu ne seras pas seul. Je serai là. Et au moment où tu présenteras les documents, le conseil saura exactement qui est Nicolas. Un frisson parcourut Manon. Ce n'était pas de la peur, mais de l'adrénaline. Et Chloé? Valérie sourit. Sa participation est aussi documentée. Elle fera face aux conséquences. C'était la première fois que Manon s'autorisait à imaginer un monde où elle n'était pas impuissante. Cette nuit-là, de retour chez Stéphane, un styliste arriva discrètement. Pour demain, dit Stéphane. Porte quelque chose qui te rappelle qui tu es. Manon toucha le tissu doux d'une robe noire sur mesure. Forte, discrète, élégante. Dans le miroir, elle vit la femme qu'elle devenait. Pas faible, pas brisée. Une survivante. Le lendemain matin, l'hôtel particulier d'Avignon brillait sous le soleil levant. Tout en pierre de taille et en pouvoir, exactement le monde que Nicolas ait pensé gouverner. Manon sortit de la voiture dans sa robe noire, le dos droit. Stéphane marchait à ses côtés. À l'intérieur, ils montèrent jusqu'à la salle du conseil. À travers les portes entr'ouvertes, Manon pouvait voir Nicolas faire les 100 pas, haussant le ton, avec Chloé collée à ses côtés. Quand Manon et Stéphane entrèrent, toutes les conversations cessèrent. Nicolas se figea. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » cracha-t-il. Valérie s'avança avec calme. « Elle est ici en tant que propriétaire légitime de la propriété intellectuelle que vous avez tenté de voler. » Des exclamations de surprise parcoururent la table. Nicolas pâlit. « C'est ridicule. Elle est instable. Vous avez tous vu les rumeurs. » Stéphane intervint d'une voix coupante. « Rumeurs que tu as toi-même diffusées. » Un membre du conseil se tourna vers Nicolas. « Est-ce vrai ?» Nicolas rit nerveusement. « Bien sûr que non. » Stéphane toucha la tablette,
projetant l'audio dans la salle. La voix de Nicolas remplit l'espace, une fois l'article publié, elle aura trop honte. La salle explosa. Nicolas se jeta vers la tablette. C'est hors contexte. Et ceci? Demanda Valérie en montrant les relevés bancaires. Le silence s'empara de la pièce. Un membre du conseil se recula. Nicolas, c'est un crime. Je peux expliquer. Je l'ai fait pour l'entreprise. Non, dit Manon doucement. Tu l'as fait pour te protéger. Tu m'as utilisé. L'expression de Nicolas reflétait la peur pure. S'il te plaît, Manon, ne fais pas ça. Tu vas me ruiner. Elle inspira lentement. Tu t'es ruiné toi-même. Le président du conseil se leva. Nicolas, vous êtes suspendu en attente d'une enquête complète. Chloé tenta de sortir. Valérie lui bloqua le passage. Pas si vite. Vous êtes complice. La sécurité entra. On escorta Nicolas dehors. Quand les portes se refermèrent, la salle expira. Stéphane se tourna vers Manon avec fierté. C'est fini. Après la réunion, le président s'approcha d'elle. Mademoiselle Doyle, si vous envisagez de retravailler comme designer, nos portes sont ouvertes. Manon sourit. Merci. J'y penserai. En sortant dans le couloir avec Stéphane, elle sentit le poids des années disparaître. Ils sortirent du bâtiment dans l'air frais de la ville. Sur la place, un groupe de journalistes approchait. Manon se tendit, mais Stéphane lui toucha le coude. Tu veux leur parler? Elle secoua la tête. Non, laissons les preuves parler. Ils marchèrent vers la voiture, mais à mi-chemin, Manon s'arrêta. J'ai besoin d'une chose de plus. Elle sortit son alliance de son sac. Une simple bague qu'elle avait chérie autrefois. Elle s'approcha d'une fontaine publique et la laissa tomber dans l'eau. Le petit, plouf, lui parut être une conclusion. Stéphane l'observa avec admiration. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et je ne serai plus insignifiante, répondit-elle. Bien, dit-il doucement. Parce que j'ai quelque chose à te demander. Crest Développement lance un nouveau projet d'hôtel de luxe. Je veux que tu sois la designer en chef de l'éclairage. Contrôle total, reconnaissance totale. Elle eut le souffle coupé. Tu es sûr? Il sourit. Absolument. Tu l'as mérité. Les émotions se bousculèrent dans sa poitrine. Gratitude, espoir. Puis elle hocha la tête. Oui, j'adorerais. Alors qu'il marchait, le soleil se couchait sur le Rhône. Manon respira profondément. Sa vie ne faisait pas que recommencer, elle était enfin la sienne. Très bien, l'histoire touche à sa fin. Et si vous êtes encore là avec moi, c'est que quelque chose dans le voyage de Manon vous a touché. Peut-être cela vous a-t-il rappelé votre propre force. Dans la vie, les gens peuvent vous trahir, mais comme nous le rappellent les stoïciens, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. La vraie force commence là. Comme Manon, vous ne contrôlez pas ce que les autres vous font, mais vous contrôlez comment vous vous relevez. Vous méritez le respect, la paix et de voir votre propre valeur. Si cette histoire vous a fait ressentir de l'espoir ou du courage, partagez-la. Votre histoire compte, et personne ne peut vous enlever ça.